Mercredi est sorti au cinéma un film fort, engagé et bouleversant, La Maison des femmes, réalisé par Mélisa Godet. Il raconte le combat d'un médecin, incarné par Karine Viard, qui se bat contre les violences faites aux femmes. Cette Maison des femmes est une réalité. Elle a été fondée en 2016 en Seine-Saint-Denis, lieu d'accueil, de consultation, de prévention, d'orientation pour toutes les femmes en difficulté, qu'elles soient confrontées à une grossesse non désirée, à des violences conjugales, sexuelles, au mariage forcé ou encore à l'excision. Aujourd'hui, il y a 34 maisons des femmes. Leur existence est une nécessité absolue. Dans notre pays, toutes les 2 minutes, une femme est victime de viol, de tentative de viol ou d'agression sexuelle. Toutes les 7 heures, une femme est victime de féminicide ou de tentative de féminicide au sein de son couple. Et selon l'OMS, dans le monde, plus de 800 millions de femmes ont subi des violences conjugales ou sexuelles dans leur vie. Quant à l'excision, ce sont 4 millions de filles qui subissent chaque année des mutilations génitales, la moitié ont moins de 5 ans. Des chiffres qui font froid dans le dos, mais qui permettent de mesurer l'ampleur du travail à faire pour ces femmes. Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Rada Hatem-Gantzer. C'est elle qui est à l'origine de la première maison des femmes. C'est elle dont les combats ont inspiré ce film. Rada Hatem-Gantzer, bonjour. Bonjour Marina. Vous êtes gynécologue obstétricienne, fondatrice donc de cette Maison des Femmes, présidente de l'association Maison des Femmes. Oh, comment on dit cette... Restart, voilà. renaître. Merci beaucoup. Et vous êtes l'auteur de Avorter, un droit en danger, qui a été publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors pour bien comprendre ce travail mené à la Maison des Femmes, on va revenir sur votre engagement et pour ça sur votre histoire. Vous êtes née à Beyrouth, au Liban, en 1959. Grandir dans ce pays en tant que fille, c'était comment à l'époque? Il y avait des interdits? Il y avait beaucoup d'interdits, mais tout dépendait aussi de la région dans laquelle tu étais née, de la religion des parents et aussi de ton milieu social. Donc j'avais de la chance puisque moi je suis née dans une famille de la petite bourgeoisie, que j'ai fait toute ma scolarité au lycée français de Beyrouth. Ça m'a ouvert sur le monde, mais je voyais bien que plein de choses m'étaient à peine tolérable, et que lorsque je faisais ce que j'avais envie de faire, les critiques de l'entourage pleuvaient. Vous avez connu la guerre et vous en avez retenu comme leçon, vous dites, un sentiment d'urgence à vivre. C'est évident, parce que être enfant et comprendre que tout peut arriver, un obus, une balle perdue, une maison dévastée, ça forge un sentiment d'insécurité permanente, ça c'est la première chose. Et je crois que tous les enfants qui vivent dans des pays en guerre, et je pense à l'Iran, et je pense à mon Liban en ce moment. On pense effectivement à tous les civils actuellement. C'est insoutenable. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de se dire, puisque je ne sais pas si demain je serai encore là, si j'ai envie de faire un truc maintenant, il faut que je le fasse tout de suite. Alors vous avez quitté votre pays pour faire des études en France. Pourquoi la médecine et surtout pourquoi la gynécologie obstétrique ? La médecine, c'est quand même le premier métier auquel on pense quand on a envie de servir à quelque chose. Même si au début, c'est très idéalisé, qu'on n'anticipe pas les difficultés, les moments où on fait des choses ingrates, pas forcément utiles pour tout le monde. Mais la gynécologie, c'est une rencontre de petits externes en salle de naissance, émerveillés par la magie renouvelée toute la nuit de tous ces bébés qui arrivent dans des familles qui les attendent un peu, beaucoup, passionnément, et qui à chaque fois écrivent une nouvelle histoire avec un nouveau couple. Et ça m'a vraiment enchantée. Alors vous le dites, la salle des naissances, c'est l'endroit le plus magique du monde, mais c'est aussi dans cette spécialité que vous allez découvrir ce que beaucoup de femmes subissent dans notre pays et dans le monde, des violences très souvent silencieuses. Bien sûr, parce que quand on ne connaît pas bien ce sujet, les patients n'ont pas forcément envie de se livrer. Beaucoup de femmes se cachent, mentent, travestissent leur quotidien parce qu'elles ont honte, parce qu'elles se sentent coupables, et surtout parce que leur agresseur leur a dit « si tu parles, je te tue. Si tu parles, je prends les enfants. Si tu parles, je dirai à tout le monde que t'es folle. » Dans ces conditions, comment oser parler ? Lorsqu'on comprend un peu mieux tout ça, on se permet d'aborder les choses de manière beaucoup plus directe. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on pose des questions précises, bienveillantes... Là, les femmes parlent. Les femmes parlent, bien sûr. Elles ne parlent pas encore assez. Et là, il y a un texte de la Haute Autorité de Santé qui revient sur ces questions-là. Les questions ne sont pas encore assez fréquemment posées. Donc, il faut que nous, médecins, il faut systématiquement l'aborder. Oui, mais au moment où on se sent à l'aise. Oui, bien sûr. Il ne faut pas se dire « Ouh là là, si je ne l'ai pas posé, là, ma consultation va être nulle. » Mais il ne faut pas se dire dans le milieu dans lequel elle est, etc., c'est pas possible que ça existe.
c'est Ne, ça? ne jamais imaginer qu'on va faire un diagnostic rien qu'en regardant les gens. Ça, c'est une illusion. Parce que si on part avec ce postulat, on va se tromper tout le temps. Combien d'agresseurs ont l'air de pères parfaits, de maris attentionnés, de professionnels hyper carrés, et en fait, ce n'est que du vent. Alors, vous avez exercé successivement à la clinique des Bluets à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une clinique fondée par le syndicat des métallurgistes qui défendait des valeurs militantes et humanistes. Ensuite, gros saut, vous allez à l'hôpital militaire de Saint-Mandé dans le Val-de-Marne, où vous avez fait pratiquer des IVG, ce qui était quand même remarquable. Et puis, vous arrivez donc à Saint-Denis, près de Paris. Là, vous découvrez un monde différent, vraiment. Ah mais complètement, parce que j'avais une pratique assez, dans des milieux assez aisés quand même, même si les Bleuets étaient dans le 11e arrondissement, avec une population très mélangée, avec beaucoup de gens du spectacle, mais aussi beaucoup de migrants, plutôt deuxième génération. À Saint-Denis, la population, elle vient de partout dans le monde. Il y a 140 nationalités dans l'hôpital. Il y a énormément de gens sans aucun revenu. C'est la première chose qui m'a mais vraiment choquée. Je me dis: «Mais de quoi ils vivent?» Qui ne Et parlent pas puis, français, ils bien parlent pas souvent. français, ils ne bossent pas, ils ont souvent un hébergement ultra précaire. Ça va de, chez un ami à, chez quelqu'un, en échange de quelques services, parfois sexuels, à la rue. Et oui, ça, c'était quand même un gros choc. Et c'est là aussi que vous avez rencontré beaucoup de femmes qui ont été excisées et qui, bien sûr, avaient toutes les conséquences de cette violence. Bien sûr, parce que justement, cette terre de migration qui est la Seine-Saint-Denis, il y a une forte migration d'Afrique subsaharienne, donc des pays, qui parfois ont été un peu français. Et donc, c'est plus facile pour les gens de venir en France. Et ce sont des pays où la prévalence de l'excision était encore très très élevée il y a 30 ans. Certains, je pense à l'Égypte par exemple, 98%, mais plus proche de la France, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, une prévalence autour de 80%, c'est énorme. Et il faut bien rappeler que même si c'est évidemment interdit en France, il y a toujours des petites filles qu'on emmène à certains moments à l'étranger pour faire cette excision. Mais très souvent, lorsque les petites filles vont voir leur grand-mère, et que la grand-mère s'aperçoit que la petite fille ou la très jeune femme n'est pas excisée, elle n'a de cesse que de... En fait, ce qu'il faut comprendre de l'excision, c'est que c'est une tradition multimillénaire qu'on a réussi à vendre comme quelque chose de bien. En arabe, on dit purifié. Donc ça laisse entendre que le sexe des filles est sale. Déjà, c'est Oui. vraiment intéressant quand même. Et donc il faut couper, purifier, c'est plus net, c'est plus beau, c'est plus propre. Et surtout, une fille pas excisée est une fille non mariable. À partir de là, les mamans, qu'est-ce qu'elles se disent? Ce que nous nous dirions éventuellement, c'est que moi je veux que ma fille se marie, donc eh ben, je vais l'emmener se faire exciser. Et ça, c'est le piège absolu, même quand les parents sont contre. Il suffit d'un instant d'inattention, ils vont au marché, ils vont au cinéma, ils confient la gamine, ils reviennent, elle est coupée. Je reviens sur ce que vous disiez, que la consultation était évidemment un moment essentiel pour faire parler les femmes de ce qu'elles ont vécu. Et du coup, vous avez vraiment fait en sorte que votre personnel soit sensibilisé justement à ça pour pouvoir vraiment parler avec ces femmes. Bien sûr, ce n'est pas facile quand on ne connaît pas le sujet. La première réaction, c'est: «Mais comment je vais en parler? Par quel bout je vais le prendre? Et puis, est-ce que je vais pas la pousser à pleurer et puis ensuite peut-être à se suicider?» Et donc je préfère ne rien dire. Et une fois qu'on a compris qu'en fait, la pourquoi les femmes ne pleurent pas, ne parlent pas, c'est parce qu'on leur a intimé le silence. Si on fait le contre-pied de ce que fait l'agresseur, et ben en fait, on leur ouvre une porte. Et là, une fois qu'on est formé, on est beaucoup plus à l'aise, on est moins terrorisé, et surtout, on ne se laisse pas embarquer dans un récit que les femmes vont avoir tendance à répéter parce qu'elles sont en boucle et à raconter encore des violences et à les revivre. On arrive à les orienter vers une approche solution et à leur proposer des choses qui vont être utiles. Et c'est ça, en fait, qu'il faut qu'on apprenne. Qu'est-ce qui vous a du coup amené à créer ce lieu, cette maison des femmes, et comment ça s'est passé? Parce que très honnêtement, même il y a encore 10 ans, les violences faites aux femmes, c'était pas la préoccupation essentielle. Non, c'était un non-sujet. Et d'ailleurs, c'est
quand même fou, alors que les statistiques étaient là, alors que d'autres pays s'étaient saisis du sujet. En France, c'était toujours un impensé. Moi, ce qui m'a amené à ça, c'est mes patientes. C'est ce qu'elles m'ont raconté, c'est ce que, en vieillissant, en consultation, on se met à être moins obsédé par la technique et un peu plus intéressé par la globalité de la personne. Et en fait, c'est leur témoignage sur le fait que, eh bien, une violence, notamment sexuelle, subie dans l'enfance, impactait leur sexualité, impactait leur reproduction, Et leur santé en général. leur santé complètement, mais déjà commencer par se dire quel genre de parent je peux être, est-ce que je ne vais pas agresser à mon tour mon enfant, enfin, toutes ces questions-là sont vertigineuses. On ne nous en a jamais parlé à la faculté. Et donc, prenant conscience de tout ça, prenant conscience du malheur que c'était et de toute la chaîne en fait de conséquences, c'est-à-dire santé somatique, santé psychique, maladie chronique, diabète, hypertension, endométriose, cancer, je me suis dit bon, on a plein de parcours à l'hôpital. Ils sont parfois très intéressants. Le cancer du sein, aujourd'hui, on peut palper une boule sous sa douche le matin, avoir un diagnostic le soir et une feuille de route. Et je me suis dit, la violence, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ma première idée, ça a été de dire un endroit, parce que je vois bien, dès qu'il y a un endroit, un centre de stérilité, un centre de ceci, un centre de cela, les gens comprennent. Et bien, un endroit où parler de la violence, les gens ont compris, les femmes sont venues. Vous avez été aidée, soutenue? Comment vous dire, Marina? Je pose la question en ne connaissant pas du tout la réponse. Alors, j'ai reçu ce matin un message de ma toute première directrice, qui est retraitée, et qui était allée voir le film et qui m'a fait un retour très émouvant. Et elle est la première à avoir cru à ce projet, donc je la remercie encore. Après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup de critiques, même de moqueries, parce que s'occuper de ce sujet pour un médecin, ce n'est pas noble. Mhm. C'est un sujet d'assistante sociale, c'est un sujet de bonne femme. Ça n'est pas du tout glorieux comme peut l'être la recherche ou le cancer. Et au début, même le ministère de la Santé, les ARS, étaient pas du tout conscients que c'était quelque chose d'important. Heureusement, ils ont fini par changer d'avis. Donc c'était en 2016. Ouais. Aujourd'hui, combien de femmes sont accueillies? Alors, on a fait un calcul un peu rapide. Il y a environ 25 000 femmes par an qui transitent dans ces structures. Et moi, le chiffre qui m'intéresse le plus, c'est ce que me racontent les médecins qui ouvrent des maisons des femmes. Ils me disent, on a ouvert, ça a commencé doucement, et en quelques semaines, une espèce de croissance exponentielle de la fréquentation. Et ils se sont retrouvés, comme nous, très rapidement, submergés, à l'étroit, avec cette idée que, oh là là, on pensait être au bout de nos peines. Et ben non, il faut s'agrandir, il faut repartir, il faut recruter, égal, il faut trouver des sous. Pour bien comprendre ce qui s'y passe, donc c'est donc un centre pluridisciplinaire où travaillent évidemment de nombreux spécialistes pour proposer un accompagnement médical, psychologique, social, c'est vraiment un tout. Mais il y a plus que ça. On va écouter un extrait donc, du film La Maison des femmes et je vous fais réagir juste après. De toute façon, la priorité, c'est la demande d'asile, parce que c'est ça qui va nous permettre de lui trouver un hébergement pérenne en centre d'accueil. Et ce serait bien qu'elle puisse assister aux cours de français à l'atelier estime de soi aussi. Elle a l'air seule en plus. Comment vous faites pour tenir? Enfin, pour vous blinder. Non, on se blinde pas. Mais si on veut qu'elle puisse tout nous dire, faut qu'on ait l'air capable de tout entendre. Sinon, ça marche pas. On la prend en charge, c'est-à-dire on va porter le truc avec elle. C'est pas elle toute seule, c'est pas nous toutes seules, c'est ensemble. Ça s'équilibre, quoi. Et puis quand ça marche pas, on va se bourrer la gueule. Et du coup, vous faites quoi ce soir? Elles vont se bourrer la gueule. On l'a entendu au début de l'extrait, il y a les cours de français, des ateliers d'estime de soi. C'est extrêmement complet, cette prise en charge. Oui, on a eu beaucoup de chance parce que même si le sujet n'était pas encore très très conscientisé dans l'immense majorité des cas, on a eu des personnes qui sont venues nous voir, alors très souvent des femmes, je dois l'avouer, ça me désole, en disant moi je sais faire ça, moi je sais faire des photos, moi j'ai été enseignante, je suis retraitée, moi je suis prof de karaté. Et au début, alors que je l'avais absolument pas anticipé et que ça pouvait être utile, moi je me suis dit essayons. On l'a pas fait, allons-y. Et on s'est aperçu que cet accompagnement venait en complément, mais de manière super impressionnante d'efficacité, à toutes les thérapies qu'on pouvait proposer. Et donc, petit à petit, on a enrichi cette offre et aujourd'hui, il y a une douzaine d'ateliers
toutes les semaines. Les victimes peuvent même déposer plainte à la Maison des femmes auprès de policiers formés par la structure. Quand on connaît la sous-déclaration de toutes ces violences, c'est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de rassurer les femmes. Parce que pourquoi elles ne vont pas déposer plainte? Parce que très souvent, elles sont mal accueillies, très souvent, elles sont critiquées, moquées, questionnées. Il y a quand même des questions qui ont été longtemps l'apanage des policiers. Comment vous étiez habillée? Est-ce que vous lui avez vraiment dit que vous ne vouliez pas? Question qu'on ne pose jamais quand on va déclarer le vol d'un portable ou d'un ordinateur ou un cambriolage, évidemment. Et puis une question particulièrement vicieuse que j'ai découverte. Je ne pensais pas qu'on aurait osé poser cette question à une victime de viol. Est-ce que vous avez eu du plaisir? Non. Ça, pour moi, c'est la question qui tue. Je ne sais pas comment un homme peut oser poser cette question à une femme qui vient lui raconter qu'elle a été violée, comme si jamais elle osait dire oui, évidemment, c'est pas un viol. Alors que, évidemment, c'est comme une érection, hein, je crois que les hommes ne sont pas toujours capables de la maîtriser. Et si la stimulation de ton organe génital a provoqué une onde, mais enfin, tu n'es en aucun cas responsable. Donc je trouve ça tellement vicieux. Et ça m'a beaucoup énervée. À la fin de l'extrait, on entend la jeune interne qui est formidable dans le film, qui demande aux plus anciennes comment elles tiennent. Je vous retourne la question, comment on tient face à toutes ces violences, tout ce qu'on entend de lourd? Alors on va se bourrer la gueule, parce que ça c'est une remarque assez fréquente. On ne boit jamais excessivement. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est la convivialité qui nous tient, c'est la solidarité, c'est l'esprit d'équipe, ce que le film montre très bien. C'est-à-dire une équipe dans un service de soins, n'importe lequel, hein, pas qu'une maison des femmes. C'est parfois beaucoup de choses violentes, beaucoup de choses à encaisser ensemble. La mort d'un enfant, la mort d'une femme, une fin de vie qu'on n'attendait pas. Et il faut qu'on soit solidaire, parce qu'aucun de nous ne peut encaisser tout ça tout seul. Donc, solidarité, entraide, capacité aussi de se parler tout le temps. Donc, la machine à café a un rôle très thérapeutique. Et puis aussi, bien sûr, des groupes d'analyse de la pratique pour pouvoir arriver à déposer son fardeau avec quelqu'un d'un peu extérieur à la structure. Et puis moi, ce que j'ai mis en place et que j'aime beaucoup, c'est ce que j'appelle les séminaires. C'est-à-dire qu'on ferme la maison, une après-midi l'hiver, une journée et demie l'été, et on part. On réfléchit sur nos pratiques, on travaille, on invente des nouvelles choses, et puis on fait la fête. Vous faites aussi sur du Céline Dion, je dois préciser. Très bien, elle sera contente de l'entendre. Vous faites aussi de la formation pour sensibiliser aux violences sexuelles et vous dites que vous déplorez le fait que le public soit essentiellement féminin. C'est toujours le cas? Toujours. C'est vraiment très marquant, quel que soit le public auquel on s'adresse, sauf s'ils sont obligés. Oui. Ce sont principalement des femmes. Ce qui me réjouit, c'est que parmi les spectateurs du film, j'ai fait pas mal d'avant-premières, il y a, je dirais, 40% d'hommes. Alors, je ne sais pas si c'est leur femme qui les a tirés de force, mais en tout cas, lorsque la lumière se rallume, je vois qu'ils sont émus, certains ont pleuré, certains viennent me le dire, et beaucoup me disent « on ne savait pas ». Et ça, je me dis quand même, les gars, il faudrait peut-être vous intéresser au sujet. Alors, pour parler de toutes ces violences subies par les femmes, on peut quand même se dire que le mouvement MeToo a bousculé les choses, hein, ça a fait évoluer notre société. Et pourtant, et ça ne vous réjouit pas bien sûr, on note quand même un courant masculiniste aujourd'hui qui est loin d'être rare. Qui est terrifiant. Qui est terrifiant parce que nous, les femmes qui ont été juste après les féministes hyper engagées, on avait l'impression qu'on allait sur un chemin tranquille vers l'égalité, le partage des tâches, l'égalité salariale, et qu'il suffisait d'être un peu patient, de montrer notre valeur, de beaucoup bosser, mais que ça allait se faire. Et là, on est percuté par une jeune génération qui semble dire « Non mais les filles, vous avez rien compris, il va falloir retourner à la cuisine ». Et je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre parce que ces enfants ont des mères et je ne pense pas que ce soit les mères qui leur aient montré ce modèle. Et évidemment, on va incriminer les réseaux sociaux, on va incriminer les extrêmes, mais au-delà d'incriminer, moi, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on mette un frein à cette tendance parce qu'elle est de plus en plus violente et de plus en plus fréquente. Ce qu'on peut se dire, enfin, pour être un petit peu optimiste, c'est que dans ce domaine, en tout cas des violences sexuelles, il faut beaucoup de temps pour que les choses changent. Il faut savoir être patient aussi dans les mentalités, dans notre société. Il faut bien se souvenir que tout ça dure depuis des années, des milliers d'années. Donc moi, je n'avais pas l'intention de tout révolutionner en 10 ans. Les pays qui ont fait des progrès, les pays qui ont réussi à diminuer le taux de féminicide, l'Espagne, qu'on prend toujours comme modèle,
Ça fait plus de 20 ans qu'elle bosse sur la question et elle y a mis beaucoup d'argent. Donc il faut être patient, mais il faut être aussi extrêmement volontariste. Parce qu'on le voit bien, si on ne fait qu'attendre, en fait, on recule. Il faut que les politiques soient très, très, très déterminés à faire tout ce qui est possible, c'est-à-dire prévention et protection. Il faut qu'on tienne les deux et il faut qu'on tienne aussi la rééducation, je ne sais pas si c'est le bon mot, des auteurs. Il faut s'occuper des auteurs parce que les mettre en prison quelques mois, ça ne fait qu'aggraver leur haine et lorsqu'ils sortent, ils tuent. Il faut qu'on trouve un moyen de transformer leur cerveau. Sans que ça change, sans que ça choque la société, qu'on s'occupe aussi d'eux. C'est important Mais, de s'en occuper. mais ne pas s'occuper d'eux, c'est pire que tout, parce que ça nous coûte extrêmement cher. Et dès qu'ils sortent, ils recommencent. Donc, en termes de prévention, c'est très très nul. Il y a quand même des mesures qui ont été mises en place pour lutter contre toutes ces violences depuis 2017 par les différents gouvernements. On avance bien quand même, à votre avis? On avance. On avance, il y a des choses qui sont définitivement actées. La formation, le fait que la justice soit trop lente et qu'il faille trouver des nouvelles façons, peut-être des nouvelles organisations pour juger plus vite. Parce que ce qui tue les victimes aussi, c'est le temps qui s'écoule entre une plainte et la fin d'un procès. Et on a tout le temps de mourir pendant ce temps-là, ou de continuer à vivre des horreurs. Et c'est encore plus vrai pour les enfants. Parce que les enfants, tant que les choses ne sont pas jugées, n'applique pas le principe de précaution aux enfants. Donc on va peut-être les laisser aller toutes les vacances, un week-end sur deux, chez un père agresseur, chez un père violent, en se cachant derrière, c'est pas jugé, donc il est encore innocent. Et tout le monde a droit à la présomption d'innocence. Mais les enfants ont droit à la protection. Et ça, il faut qu'on trouve une solution. On n'en fait pas assez pour eux? Non, clairement pas. On attend, on dit non mais cet homme est peut-être innocent, on va pas le priver de ses enfants, ça serait très inhumain. Mais entre priver un peu un homme innocent de ses enfants et envoyer ses enfants chez leur père agresseur, je crois qu'il faut pas hésiter. On entend encore moins les enfants quand ils parlent que les femmes, finalement? Oui, bien sûr. C'est encore plus facile à faire taire un enfant. Puis un enfant, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui aime ses parents, c'est quelqu'un qui est écartelé et qui peut être instrumentalisé d'ailleurs. Donc on a plutôt tendance à ne pas trop écouter les enfants et c'est une erreur. Il faut en faire une grande cause nationale, la protection des enfants? Je pense. Alors j'espère que ce sera une cause successful parce qu'on a eu les violences faites aux femmes, bon, on n'est pas arrivé au bout. On a eu la santé mentale, j'ai pas l'impression qu'on ait Encore du réglé tous travail. les problèmes. Peut-être ça serait bien d'en faire une vraie grande cause nationale. On continue cet entretien juste après la chronique Avec Science d'Alexandre Morales. Aujourd'hui, on s'interroge sur les conséquences des pics de chaleur vécus durant la grossesse sur le poids des nouveau-nés. Carnet de santé. La chaleur vécue durant la grossesse peut-elle influencer le poids des nouveau-nés? De plus en plus d'études scientifiques montrent un lien entre l'exposition à la chaleur durant la grossesse et l'augmentation des risques de prématurité ou encore de faible poids à la naissance, c'est-à-dire quand l'enfant pèse moins de 2,5 kg. On sait que les nouveau-nés trop légers ou prématurés ont un risque accru d'être touchés par des troubles du développement durant l'enfance, mais aussi par des maladies chroniques à l'âge adulte comme l'hypertension ou le diabète. Il est donc important de protéger les femmes enceintes. Jusqu'ici, les études s'étaient concentrées uniquement sur les conséquences de la chaleur, mais une nouvelle publication parue dans Environmental Science and Technology étoffe nos connaissances. Johanna Leupel est directrice de recherche INSERM à Grenoble et co-autrice de cette publication. Ces études, elles ont bien souvent pris en compte uniquement la chaleur, sans prendre en compte forcément d'autres facteurs qui sont très liés à la chaleur et qui sont notamment la végétation et la pollution de l'air. La végétation, elle, va agir potentiellement pour refroidir l'air et les surfaces. Elle va également agir sur les concentrations en polluants de l'air. Et puis la chaleur, dans certains cas, va aussi augmenter les concentrations en polluants de l'air, notamment les concentrations en ozone. C'est vrai qu'on a pris en compte aussi les stress sociaux qui sont très liés en fait aux 3 autres facteurs. On s'est intéressé au stress social du point de vue individuel. Donc on considère par exemple le niveau d'études de l'individu ou son niveau de salaire ou des choses comme ça qui lui sont propres, qui sont personnels. Et on considère aussi des éléments contextuels, c'est-à-dire le quartier dans lequel vivent ces individus. Est-ce qu'il s'agit d'un quartier plutôt favorisé ou plutôt défavorisé?
Pour comprendre les effets de ces différents facteurs, les scientifiques ont utilisé 4 cohortes de femmes françaises et de leurs enfants. Ils ont ainsi eu accès aux données de près de 21 000 participantes réparties sur le territoire national, dont les grossesses ont eu lieu entre 2002 et 2017. Et d'ailleurs, leurs enfants sont encore suivis à l'heure actuelle. Alors, grâce à leurs adresses et aux températures enregistrées au cours des années par Météo France et par divers satellites, les scientifiques ont pu modéliser l'environnement de ces femmes, en particulier les températures auxquelles elles ont été exposées tout au long de leur grossesse, mais aussi la proximité de zones de verdure et les niveaux de pollution. Alors quand on parle de chaleur, on pense tout de suite aux canicules comme celle de 2003, mais pas besoin d'atteindre des records pour que la chaleur ait des effets sur la santé. Ici, les auteurs ont réparti les femmes selon des seuils de température moyenne sur 24 heures auxquels elles ont été exposées au cours de la grossesse. Le groupe chaleur modérée réunissait les 10% de femmes exposées à plus de 20 degrés, chaleur sévère pour les 5% exposés à plus de 21,6 degrés et la chaleur extrême pour le pourcent de femmes exposées à des températures de plus de 24,3 degrés en moyenne sur 24 heures. Une fois les critères établis, les scientifiques se sont demandé comment la chaleur et l'environnement de ces femmes influaient sur le poids de leurs enfants. On a vu un effet de la chaleur, même quand on prend en compte la pollution de l'air, il persiste. Ça veut dire que l'effet de la chaleur n'est pas lié à l'augmentation des concentrations polluantes de l'air. Il y a un effet propre sur le poids de naissance. Et puis, ce qu'on a observé aussi, c'est que l'effet de la chaleur sur le poids de naissance, il tend à être plus marqué chez les femmes qui vivent dans des zones où il y a peu d'espaces verts ou qui sont soumises à un stress social accru. L'autre question qu'on s'est posée, c'est effectivement, est-ce qu'il y a au cours de la grossesse des périodes qui sont plus ou moins vulnérables à l'exposition à la chaleur. Et ce que l'on a mis en évidence dans ces travaux conduits en France, c'est que l'exposition à la chaleur pendant les 2 premiers trimestres de la grossesse était associée à une diminution moyenne du poids de naissance de l'ordre de 40 à 200 grammes. A contrario, l'exposition à la chaleur plutôt vers la fin de la grossesse était, elle, associée à une augmentation moyenne du poids de naissance d'environ 60 grammes. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi le poids varie après une exposition à la chaleur. En fait, les hautes températures provoquent une dérégulation du métabolisme de l'enfant à naître. Pour confirmer ces observations, l'étude doit encore être répliquée dans d'autres pays et dans d'autres contextes climatiques, mais on peut quand même en tirer quelques éléments de prévention. Le papier évoque notamment l'effet protecteur des espaces verts en ville, mais aussi le caractère aggravant des stress sociaux. On peut donc imaginer des campagnes de prévention plus ciblée sur les femmes enceintes, en particulier en situation de stress social. Aujourd'hui, la France dispose d'un plan de prévention de la chaleur, mais aucune mesure ne cible spécifiquement les femmes enceintes et les enfants, qui sont pourtant des populations vulnérables. Rada Tamganzer, encore une question. Donc 34 maisons des femmes aujourd'hui. D'abord, est-ce qu'elles ne sont pas menacées économiquement? On va les maintenir et puis est-ce qu'on peut en ouvrir partout dans notre pays? Alors elles sont malheureusement un peu menacées parce que leur financement n'est pas suffisant. Donc plus elles grossissent et plus elles ont de besoins. Aujourd'hui, le mécénat intervient beaucoup. J'espère que les mécènes resteront présents. La situation économique n'est peut-être pas très favorable. Donc nous sommes inquiets, ça c'est sûr. Il y a plein de subventions aussi qui s'arrêtent. Je pense à mes amis médecins légistes qui voient leurs subventions fondre parfois. Et ça, c'est dramatique. Alors, est-ce qu'il faut en ouvrir beaucoup? Très vite. Deux ministres ont dit qu'il fallait une dans chaque département, très bien. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont les zones rurales, les déserts médicaux, là où il n'y a pas assez de soignants. Il faut qu'on invente un système d'aller vers ces femmes parce que un tiers des féminicides interviennent en zone rurale. Et ce sont des zones où tout le monde connaît tout le monde et où le silence est encore une injonction encore plus puissante. Merci infiniment pour votre présence. Je voudrais juste rappeler 3 numéros en cas de violence sexiste et sexuelle. Un numéro, le 3919. Pour les enfants, le 119. Pour les enfants maltraités, sachez que vous pouvez appeler de manière anonyme. Donc n'hésitez pas à appeler si vous voyez un enfant en situation de maltraitance. En cas d'urgence, c'est le 17 ou le 114 par SMS. Merci beaucoup Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Souad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde.